Bienvenue dans cette capsule d'information sur les inondations dans le secteur du barrage Montjoie. Notre aire d'étude inclut le lac Montjoie, le lac Caron et le ruisseau qui se rend jusqu'à l'arrondissement de Brompton à Sherbrooke. On retrouve sur ce territoire le barrage du lac Montjoie, le barrage du lac Caron, ainsi que deux autres petits ouvrages de retenue de l'eau sur le ruisseau Quay. Lorsqu'on parle d'inondation, on parle d'un phénomène de montée des eaux sur les propriétés riveraines. Les inondations ne semblent pas être un enjeu majeur sur le territoire du lac Montjoie, puisque seulement 22% des répondants ont affirmé avoir été témoins d'une inondation. Pour l'instant, la problématique d'inondation demeure peu prioritaire chez les répondants. Moins de 6% d'entre eux ont soulevé la question des inondations à titre d'enjeu prioritaire. Ces inondations ne sont pas récurrentes, mais bien occasionnelles. Les changements climatiques pourraient toutefois aggraver ce phénomène. Les zones identifiées en mauve ont été désignées par les répondants à notre sondage comme faisant l'objet d'inondations occasionnelles. Il est à noter que les inondations répertoriées au lac Montjoie proviennent en majorité des tributaires lors de la fonte de la neige ou lors des violentes pluies. Cependant, certains épisodes, comme à l'automne 2019, ont vu plutôt le lac déborder suite à des pluies torrentielles. Aucun répondant à notre sondage n'a mentionné d'inondation pour le ruisseau Quay. Toutefois, selon le ministère de l'Environnement et la Littérature, des inondations ont déjà eu lieu sur une grande partie du ruisseau Quay ainsi que dans le secteur de Brompton à l'embouchure de la rivière Saint-François. Les inondations dans le ruisseau sont toutefois du type sans récurrence, alors que près de la rivière Saint-François, la récurrence est de 0,20 ans. Cette récurrence est toutefois actuellement à l'étude. Quoi qu'il en soit, ces inondations ne sont pas reliées au barrage puisque la superficie drainée par le barrage est de seulement 10 km². Les zones d'inondation se trouvent principalement dans le secteur nord du lac Montjoie où il y a des plages. Selon les répondants au sondage, tous les printemps, plusieurs riverains au lac Caron sont inondés, principalement au secteur nord-ouest du lac. Les inondations du printemps 2019 ont touché durement le sud du Québec, y compris notre aire d'étude. Lors des entrevues, de nombreux riverains ont mentionné le fait que le niveau d'eau très élevé de l'automne au printemps ne permet pas d'absorber les surplus d'eau lors d'intempéries ou de dégels précoces comme on peut l'observer dans cette vidéo filmée le 1er novembre 2019 où le lac a débordé à plusieurs endroits. De plus, certains ponceaux se retrouvent sous l'eau durant cette période, rendant plus difficile l'évacuation de l'eau des ruisseaux. Selon notre sondage, 40% des riverains habitant le secteur depuis plus de 10 ans ont subi des inondations au cours des 10 dernières années. Toutefois, il est évident que les deux inondations de 2019 ont frappé plus de riverains que d'habitude, puisque 40% des riverains ont répondu n'avoir observé d'inondations qu'au cours de la dernière année, soit en 2019-2020. La base de données Aquarisk, conçue par l'organisme Ouranos qui étudie les changements climatiques, rassemble des documents et des informations sur des centaines d'inondations et plusieurs dizaines d'étiages depuis le XVIIe siècle. Un seul événement a été répertorié dans notre aire d'étude. À l'été 1973, après de fortes pluies, le ruisseau Quay est sorti de son lit pour inonder les champs agricoles. Peu d'informations est disponible sur les inondations dans l'aire d'étude. Toutefois, certaines inondations ont été plus importantes que d'autres en termes de quantité d'eau et sont passées à l'histoire dans les communautés locales. La première inondation répertoriée date de 1973 et a eu lieu dans les champs aux abords du ruisseau Quay. En 2010, les tributaires du lac Montjoie débordent et passent par-dessus le chemin du mont Girard à plusieurs endroits. En 2019, deux inondations ont eu lieu. Au printemps, ce sont les ruisseaux tributaires du lac Montjoie qui ont débordé à cause de la fonte rapide de la neige et du couvert de glace sur le lac, alors qu'en novembre 2019, c'est plutôt le lac Montjoie qui est sorti de son lit pour inonder les propriétés suite à de fortes intempéries. Les inondations dans le secteur du barrage Montjoie sont le résultat soit au printemps de la fonte rapide de la neige et du débordement des tributaires, ou encore des pluies torrentielles et du débordement du lac Montjoie et ou de ses tributaires. Selon des répondants, les vents dominants venant du sud-ouest provoquent des vagues fortes sur les rives et les plages situées au nord-est du lac, lesquelles seraient plus vulnérables aux inondations dues aux pluies torrentielles.
Des études devront être réalisées afin de confirmer ces observations des riverains. Il y a peu de causes indirectes reliées à l'occupation du territoire pour les inondations du lac Montjoie. La présence du barrage a un impact sur les inondations puisqu'il constitue un obstacle à l'écoulement naturel de l'eau. La gestion du barrage peut aggraver les inondations si le niveau d'eau maintenu dans le lac en amont du barrage n'a pas pris en compte les risques d'inondation. Le consortium Ouranos, qui se spécialise dans l'étude des changements climatiques au Québec, a émis des scénarios quant aux impacts des changements climatiques sur l'hydrologie du sud du Québec. Selon leurs scénarios, au printemps, les crues arrivent plus tôt. En été et en automne, les pluies torrentielles pouvant causer des inondations instantanées seront plus fréquentes et importantes. Et en hiver, les redoux, les cycles de gel-dégel et les précipitations sous forme de pluie seront plus fréquents, ce qui augmentera le débit des cours d'eau. De plus, les précipitations totales de 5 jours consécutifs sont à la hausse à l'automne, ce qui représente un risque important pour les inondations. Lorsqu'on parle d'inondation, on peut mentionner les coûts qu'elle impose pour la sécurité publique, pour les dommages aux infrastructures, pour les prévenir et rendre des installations résistantes aux inondations ou encore la perte de valeur foncière des propriétés liées au risque d'inondation. Les impacts psychologiques sont également importants et laissent souvent un traumatisme profond. Par ailleurs, les dommages environnementaux provoqués par les inondations ne sont pas plus négligeables. En effet, les inondations peuvent entraîner des contaminants vers les plans d'eau, sans parler des déchets solides. De plus, la montée des eaux amène davantage de boue et de sédiments dans l'eau. Quoique les inondations soient peu fréquentes, certains riverains ont eu des dommages matériels importants dans leur maison, soit au sous-sol ou même au rez-de-chaussée. À l'été 2010, la ville de Saint-Denis de Brompton a offert de l'aide financière aux résidents touchés par les inondations. Plusieurs actions ont été posées dans l'ère d'études pour diminuer les risques d'inondation tant par l'État que par la société civile. Un tout nouveau régime juridique instauré par le projet de loi 67 s'applique aux inondations depuis mars 2021. En vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, le ministre de l'Environnement déterminera désormais les limites des zones inondables ainsi que les zones de mobilité des cours d'eau. Il pourra déléguer ce pouvoir aux municipalités, lesquelles devront toutefois suivre les règles établies par le ministre et lui faire approuver la délimitation proposée. En vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les MRC pourront adopter des règlements mettant en œuvre des plans de gestion des risques liés aux inondations. Toutefois, le ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire devra approuver le règlement de la MRC après avoir consulté le ministre de l'Environnement, le ministre de la Sécurité publique et le Comité national d'experts en matière de gestion des zones inondables. Le contrôle de la gestion des risques d'inondation passe donc entre les mains du gouvernement provincial. Toutefois, en attendant l'adoption d'un cadre opérationnel sous la forme d'un règlement provincial d'application municipale qui remplacera la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables, c'est cette dernière qui continue de s'appliquer pour l'instant à la gestion des zones inondables. Cette politique provinciale qui détermine les activités possibles en zone inondable doit être intégrée dans les outils d'aménagement du territoire des MRC et des municipalités locales. La MRC, au niveau régional, produit un schéma d'aménagement et de développement qui intègre la politique provinciale. Jusqu'à présent, le schéma d'aménagement et de développement délimite les zones inondables. Les municipalités locales, elles, adoptent leur règlement d'urbanisme, basé sur le schéma d'aménagement de leur MRC. Elles reprennent ainsi les zones inondables désignées dans le schéma d'aménagement et les normes applicables dans ces zones. L'actuelle politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables prévoit que les constructions, travaux ou ouvrages sont interdits, sauf exception, dans les zones de grand courant, soit de récurrence de 20 ans. Dans les zones de faible courant, soit de récurrence de 100 ans, toutes les constructions et tous les ouvrages doivent être immunisés. Aucun travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages ne sont autorisés. Les zones d'inondation à récurrence de 2 ans peuvent servir à déterminer la limite entre la rive et le littoral en l'absence de d'autres critères plus précis.
Une zone d'inondation dite de récurrence 100 ans correspond à une zone où chaque année, il y a 1% de probabilité d'être inondée. Une zone d'inondation dite de récurrence 20 ans correspond à une zone où chaque année, la probabilité d'être inondée est de 5%. Finalement, on a 50% de probabilité d'être inondé chaque année si l'on habite dans une zone de récurrence 2 ans. Il est donc possible d'être inondé plusieurs fois durant une même période de récurrence. Selon des experts en hydrologie, le nouveau régime juridique des zones inondables serait plutôt classifié en fonction de leur niveau d'exposition au risque d'inondation, soit niveau faible, niveau modéré ou niveau élevé. Le schéma d'aménagement et de développement de la MRC Val-Saint-François intègre les normes de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Selon le schéma d'aménagement de la MRC, la seule zone inondable de l'aire d'étude se trouve au lac Chevreuil, qui est en grande partie une zone d'inondation des récurrences 0-20 ans. Comme on peut l'observer sur la carte, la municipalité de Saint-Denis de Brompton, reprenant les normes du schéma d'aménagement de la MRC Val-Saint-François dans son plan de zonage, indique également une seule zone inondable, soit le lac Chevreuil. Le schéma d'aménagement et de développement de la ville de Sherbrooke, agissant comme MRC, intègre également les normes de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Selon le schéma d'aménagement de Sherbrooke, la seule zone inondable de l'aire d'étude est le ruisseau qui est considéré comme une zone sans récurrence. À l'approche de Brompton et de la rivière Saint-François, le ruisseau se transforme en zone d'inondation de récurrence 0-20 ans. Cette dernière zone inondable est actuellement en révision. Il est à noter qu'il est normal que les zones inondables évoluent dans le temps. Plusieurs facteurs peuvent modifier les zones inondables, que ce soit l'augmentation des événements extrêmes pouvant résulter des changements climatiques, l'évolution morphologique des rivières qui peuvent changer le lit de la rivière, les modifications à l'occupation du territoire comme l'imperméabilisation des sols ou la destruction du milieu humide. Suite aux inondations de 2017 et de 2019 qui ont touché durement le sud du Québec, le gouvernement a adopté un décret instaurant une zone d'intervention spéciale pour s'assurer d'une gestion adéquate des zones inondables. Plusieurs municipalités sont visées par ce décret, incluant les municipalités de notre aire d'étude, soit Saint-Denis de Brompton et de Sherbrooke. Le décret instaure un moratoire sur la construction de bâtiments et sur la reconstruction de bâtiments détruits par une inondation si les dommages dépassent 50% du coût neuf de construction. Dans l'aire d'étude, la zone d'intervention spéciale comprend l'ensemble des zones d'inondation de récurrence 0-20 ans déterminées au 10 juin 2019 par les MRC Val-Saint-François et Sherbrooke. Elle s'applique également sur le territoire inondé lors des crues printanières de 2017 et de 2019 telles que délimitées par le gouvernement du Québec. La seule zone d'intervention spéciale de l'aire d'étude est par conséquent le lac Chevreuil, qui est situé sur la terre de la CEPAC. Le cadre juridique mis en place par la ZIS pourrait être levé lorsque l'ensemble des municipalités d'une même MRC auront intégré le nouveau cadre normatif relatif aux inondations et que la réduction du compte du milieu municipal témoignera d'une bonne administration de la ZIS. Depuis 2018, le ministère de l'Environnement développe InfoCreux. Cet outil lui permet d'acquérir et de consolider des connaissances sur l'évolution des zones à risque d'inondation en vue d'aider les MRC et les municipalités locales dans leur prise de décision. Des cadres interactifs sont en développement partout au Québec. Lorsqu'un projet est assujetti à la loi sur la qualité de l'environnement et par conséquent à l'autorisation du ministère de l'Environnement ou du gouvernement, ces derniers tiennent compte de l'information contenue dans InfoCreux, qui est souvent la plus récente reconnue par le gouvernement. Cette information peut différer ou non de ce qui est intégré au schéma d'aménagement et de développement de la MRC ou dans les règlements d'urbanisme de la municipalité. Plusieurs riverains, principalement sur la rive nord du lac Montjoie, ont des pompes d'évacuation de l'eau dans leur maison ou leur ville sanitaire. Malheureusement, à l'automne 2019, une panne d'électricité due aux intempéries a empêché plusieurs de ces pompes de fonctionner. Les changements climatiques pourraient accroître la problématique des inondations au cours des prochaines décennies. La gestion des barrages peut aider à atténuer les effets de ces inondations. Une gestion adaptive et intégrée des barrages devrait, par conséquent, considérer les risques d'inondation
lors de l'établissement de ces côtes d'exploitation. Pour compléter l'action des barrages sur les inondations, des plans de gestion particuliers pouvant s'inspirer d'actions déjà posées ailleurs ou d'initiatives innovantes devraient également être établis pour minimiser les impacts des changements climatiques. Il est à noter que les choix d'aménagement du territoire sont intimement liés à l'augmentation des risques d'inondation et de la vulnérabilité des communautés. Plusieurs solutions peuvent être mises en œuvre pour réduire les risques, incluant la création d'espaces de liberté pour les cours d'eau et la réhabilitation des milieux humides qui peuvent servir à accumuler les eaux de crue et à régulariser les débits. Pour avoir une idée sur de bonnes pratiques d'aménagement en adaptation aux inondations, nous vous invitons à visionner la capsule explicative Une nouvelle gestion des rivières arrive à l'heure de la GEMAPI, réalisée par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Course et de la DREAL du bassin Rhône-Méditerranée. Le projet Acclimatons-nous compte sur le soutien financier de plusieurs partenaires gouvernementaux, municipaux, académiques et communautaires. Pour de plus amples informations sur le projet, nous vous invitons à naviguer sur notre site web et à consulter les différentes capsules d'information. Vous pouvez également nous faire parvenir vos commentaires en nous écrivant à l'adresse suivante: acclimaton.nous@commercial-usherbrooke.ca. Merci et au plaisir de vous revoir sur notre site web ou en personne.